Ich bin ein Berliner. Get back up to that first step. La France soulève des montagnes. Bonsoir à tous et bienvenue dans Retour aux sources. Retour aux sources, la suite, je suis en compagnie de Gerlinda Suilen, enfant comme au moins 20 000 autres Belges, d'une mère belge et d'un père soldat allemand. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes né en août 1942, Oui. d'une mère flamande, Julienne, et d'un père sous-officier de la Wehrmacht, Karl. Alors vous n'avez pas su tout de suite quelle était l'identité de votre père, mais est-ce qu'indépendamment de cela, votre maman vous avait déjà parlé de l'occupation en Belgique? Elle en parlait très peu, surtout pas de son histoire amoureuse, ça elle le cachait. Parce qu'au début de ce documentaire, on brise un peu certains clichés. L'envahisseur est plutôt poli, correct. Là, c'est tout à assez beau fait garçon. exact. J'ai retrouvé les directives. On voulait briser avec cette image en Belgique que les Allemands, c'était des violeurs de femmes, enfin des gens très brutaux, etc. Et en effet, presque toutes les mères parlent de leur bel allemand, qui est tellement poli, qui est bien plus propre que les Belges. C'est vrai, l'hygiène en Allemagne semblait être meilleure que chez nous. Voilà, et puis il y avait le bel uniforme. Et puis il y a l'uniforme, surtout l'uniforme de l'aviation et de la marine. Et j'ai en effet découvert pas mal de très belles photos avec ces soldats-là. Vous pensez que c'est ça qui s'est passé pour votre maman? Elle a été en admiration? Oh, je ne sais pas, je ne la voyais pas tellement admirer des uniformes. Mais mon père était un bel homme. Il avait 1,80 m, ce que je n'ai pas. Mais je lui ressemble de visage. Je ne dirais pas que je suis belle, mais lui, il était bel homme. Quand je montre son portrait à d'autres personnes, me disent les femmes, il était bien. Et en effet, mon demi-frère allemand, qui a aussi sa stature et qui lui ressemble, c'est un bel homme. C'était une véritable histoire d'amour? Ah, cela, vous savez, tout le monde rêve d'histoires d'amour. Et parmi les enfants de guerre qui m'ont raconté leur histoire, ils voudraient tous être conçus dans l'amour. Mais ce n'est pas le cas. Parce que, à la différence de la France que nous voyons donc, la Belgique était le pays où il y avait la plus grande sous-alimentation. Et dans les statistiques, on le retrouve. Et au fur et à mesure que la guerre avance, cette sous-alimentation devient vraiment très, très grande. Je vois même dans les archives que les juges d'enfants doivent octroyer un subside supplémentaire pour nourrir les jeunes filles qui étaient dans des institutions. Donc, ça allait vraiment très mal. Je vois aussi que les jeunes filles qui volent, au début, elles volent des choses anodines, des petits bijoux, des produits de maquillage, etc. Et puis, pendant la guerre, de plus en plus, ce sont des vols d'aliments. Donc, il y a aussi une petite prostitution qui s'installe, que l'on ne montre pas très bien dans le film. C'est-à-dire que, par exemple, les jeunes filles étaient prêtes à avoir une relation sexuelle, ne fût-ce que pour une tartine. Est-ce que vous savez comment vos grands-parents ont réagi à l'annonce de cette histoire et de la grossesse de votre maman? Je crois qu'ils ont été très, très apeurés. Il faut se dire que cette génération a connu la Première Guerre mondiale. Et ce que l'on ne raconte pas, il y a aussi eu des enfants de guerre. Et là, j'ai trouvé quelques renseignements de répression après cette guerre où on a aussi tondu des femmes et même marqué au fer. Et c'est mon grand-père qui a dit à ma mère, il faut reconnaître cet enfant. Mais en effet, elle a eu une réaction, je crois, très bonne. Elle a accouché à Ostende. Mes grands-parents, qui avaient encore un gosse de 2 ans,
m'ont accueilli, ont été vraiment des grands-parents crème, comme dit un de mes témoins. Et ma mère, elle est allée retravailler à Gand et à Bruxelles. Et là, comme la zone côtière était zone prohibée, il fallait des permissions spéciales. Je crois qu'en effet, ma mère ne m'a pas vue tellement souvent et donc mes premières années, pour moi, ma mère, c'était ma grand-mère. Mais il y a des grands-parents qui ont réagi vraiment très mal. Il y en a qui ont chassé leurs filles. Certains enfants étaient placés dans des maternités spéciales? Il y a certaines femmes, parmi mes témoins, il y en a une où j'ai interviewé la maman, qui a en effet accouché de son bébé à Wégimont. Mais pourquoi? Parce que les maternités, surtout en Flandre, étaient catholiques. On voulait connaître le nom du géniteur. Et bon, ça ne faisait pas bien de dire je suis fille célibataire hein, et avec un Allemand. Et là, elle a eu l'occasion d'accoucher à Wégimont. Mais les enfants nés de femmes wallonnes, de toute façon, étaient, bon, n'appartenaient pas à la bonne race. Mais cela, il ne fallait pas le dire à la population. Donc, dans la propagande, je retrouve vraiment qu'il y a une directive, il faut épargner la population, après nous ferons le tri. Et les enfants de mère wallonne, eh bien, c'est une sous-race. Ils le disent vraiment comme cela, hein. Ce n'est pas ma pensée, au contraire, évidemment, mais ils avaient des directives et ils avaient un projet d'avenir pour les enfants qui seraient nés dans les pays occupés. Il y a une grande différence avec la Norvège, où ils ont vraiment fait une politique d'encouragement de relations et où la plupart des enfants sont nés dans les Lebensborn. Mais souvent aussi parce que les grands-parents n'acceptaient pas leurs filles enceintes, ou bien parce qu'on les encourageait à accoucher là-bas, parce que les Lebensborn avaient des maternités vraiment très bien équipées. Donc votre maman a eu la chance d'être bien entourée, d'être aimée par ses parents, on l'imagine, de ne pas subir les humiliations qu'on a pu voir dans le documentaire, qui ont été le sort d'autres femmes en France et en Belgique. Il y en a en Belgique, mais très peu. Enfin, maintenant, j'ai vraiment la preuve que dans certains cas, la répression après la guerre se faisait non parce que la femme avait collaboré. La collaboration, c'est économique ou militaire et de délation. Je parle ici d'une relation simplement amoureuse. Et là, j'ai un cas où, après la guerre, la jeune fille avec deux autres, sa sœur et encore une autre jeune fille, ont été saisies par ce que l'on appelait dans son village la bande blanche, donc ce sont les résistants de la dernière heure. On les a enfermés pendant 3 nuits, elle parle de nuit, on les a violés. Et j'ai vraiment demandé si c'était parce que ses parents avaient collaboré ou quoi. Non, c'était simplement parce qu'il l'avait vu avec un soldat allemand, qui d'ailleurs est revenu après la guerre. Il a été prisonnier de guerre en Angleterre, il est retourné en Allemagne, il a fait tout pour retrouver sa fiancée et ils se sont mariés, mais l'Église a fermé les portes parce qu'on craignait les réactions du public. Votre père, lui, où est-il au moment où vous venez au monde? Il est au courant que vous existez? Oui, il a demandé la main de ma mère, comme cela se faisait de ce temps-là. Mais mon grand-père, qui savait quand même qu'il y avait certains antécédents juifs, a refusé ce mariage. Heureusement pour nous. Et évidemment, mon géniteur, c'était quand même un homme de 40 ans. Et il s'est en allé vers le nord de la France, à Roubaix. Et là, il a rencontré une Française qui lui plaisait bien, hein, qui avait 18 ans de moins
que lui. Ma mère en avait 16 ans de moins. Et avec elle, il s'est marié. Mais l'enfant était déjà en route. Moi, je suis née août 42. Ma sœur est née juillet 43. Mais à ce moment-là, ils étaient mariés et... Il s'est consolé rapidement. Il s'est consolé rapidement. Mais ma mère m'a quand même raconté en 2007, quand elle m'a donné le nom, qu'il avait demandé de mes nouvelles, qu'il écrivait « Et comment va notre petite Gerlinda ?» Et c'est lui qui a choisi votre prénom? Les prénoms sont en effet très importants. Si vous vous appelez Karl en Wallonie, ce n'est pas très évident. En ce qui me concerne, c'est un compromis à la belge. Ma mère voulait Linda, lui il disait ce n'est pas un nom que l'on utilise en Allemagne parce qu'il y avait aussi une législation. Il fallait donner des prénoms germaniques. Et il a dit, bon, Gerlinde, eh bien bon, nous en ferons Gerlinda. Mais donc, il avait quand même dans l'idée, peut-être, de vous élever. C'est ce que je me suis dit, parce que mon deuxième prénom, c'est le nom de ma marraine, de ma grand-mère maternelle, et le troisième, c'est le prénom de sa mère à lui, Barbara. Donc, il voulait quand même garder une forme de lien. Je pense qu'il a espéré que ça s'arrangerait et qu'après la guerre, peut-être il retournerait, mais ne sachant pas très bien si les lois changeraient ou quoi, il a quand même choisi un nom accepté dans les lois ariennes. Alors tout cela, petite fille, évidemment, vous n'êtes pas au courant, vous allez l'apprendre bien plus tard, mais vous dites de l'avoir toujours senti. Comment une fillette peut-elle deviner ce genre de choses? Parce que les enfants sont plus intelligents que les adultes. Nous écoutons aux portes. Quand on baisse la voix, on sait que ça devient intéressant. Nous cherchons. Quand j'avais 5-6 ans, au moment où je savais lire, j'ai cherché dans tous les documents de mes parents et j'ai remarqué qu'il y avait des choses assez bizarres. Par exemple, comme mon père, donc l'homme avec lequel ma mère s'est mariée, était veuf avec un enfant, il y avait 2 carnets de mariage. Je me disais, mais il y a donc un carnet par enfant. Mais ces carnets révèlent, par exemple, avec un petit mot, fille légitime. Si vous avez un enfant normalement dans le mariage, le mot légitime ne s'y trouve pas. Dans les actes de naissance, il y a aussi des choses dans les marges. Donc, quand une personne a besoin de son acte de naissance, elle remarque des choses assez bizarres. Donc, je dirais que les enfants de guerre sont probablement les meilleurs détectives au monde que la police devrait nous engager parce que nous trouvons toujours. Donc vous saviez que celui qui disait être votre père ne l'était pas, mais vous le considérez de toute façon comme votre papa. Je le considère comme mon père parce que c'est lui, quand même, il faut se situer dans le temps, il a accepté de me légitimer, de me donner son nom, et c'est grâce à lui que j'ai fait des études universitaires. Donc ce n'est pas rien pour une fille. Et parce que tout ça était toujours très sensible à l'époque, l'est toujours aujourd'hui. Il y a une dame dans le documentaire qu'on a vu tout à l'heure qui témoigne encore à visage masqué. Comment est-ce que vous expliquez que 70 ans plus tard, ce soit toujours aussi sensible, aussi tabou? Parce que moi, j'habite dans une grande ville. Mais si vous êtes dans un village, aussi bien en Wallonie qu'en Flandre, il y a des divisions qui sont restées. La guerre sépare les gens et vous trouverez encore des parties du village qui n'iront pas chez un médecin parce qu'il appartient à la collaboration, enfin sa famille, pas lui, mais ses parents ou ses grands-parents appartiennent à la collaboration encore maintenant. Et il y a certaines séparation, scission dans les communautés qui restent. Nous n'avons pas encore surmonté cette guerre. Donc c'est ça qui vous motive, vous aussi, dans votre recherche, parce que vous avez votre histoire, mais vous avez décidé de vous intéresser aussi à celle de tous ceux qui sont dans votre cas. C'est ça qui vous motive aussi, c'est que ça porte ses fruits en Belgique, mais aussi ailleurs?
Ah oui, c'est ce qui me motive le plus parce qu'à mon âge, faire un doctorat, ce n'est pas tout à fait évident, mais je dois dire que ça... Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à avoir rencontré ces personnes qui enfin osent parler. J'ai beaucoup de plaisir de faire des recherches dans les archives et j'espère arriver l'année prochaine à une thèse qu'on acceptera. Parce que dans notre monde, il faut avoir des titres pour être pris au sérieux et avoir une voix. Et bon, en tant que bébé, nous n'avions pas de voix, mais j'espère que nous leur donnerons une voix. C'est le plus bel héritage que nous pouvons donner à nos enfants et nos petits-enfants. Merci Gerlinda Suelen. On va vous retrouver avant de se quitter dans des images de 2008 où justement vous lancez votre appel à témoins. Il faut dire que depuis lors, vous avez retrouvé une demi-sœur, je pense. Une demi-sœur et un demi-frère en Allemagne. Mais c'est grâce au service de la Wehrmacht qui devient de plus en plus des archives et qui font des recherches sur la famille. Mon père, enfin mon géniteur, était décédé en 1958, mais ils ont fait aussi la recherche pour ma famille. Et il vaut mieux qu'ils le fassent que d'aller téléphoner soi-même. Cela donne confiance à la famille et les portes s'ouvrent. Et ainsi, mon frère m'a répondu à ma lettre. Écoutez, c'est bizarre, je prends ma retraite et apprendre à 65 ans que tout à coup on a encore une sœur, c'est très agréable. Voilà, ben peut-être ça va donner de l'espoir à certaines personnes dans votre cas. Mais pas trop quand même, parce que la recherche est vraiment très difficile. Très difficile. On vous retrouve donc en 2008 dans l'émission Au quotidien. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Mais c'est un plaisir pour moi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À bientôt. Merci. Gerlinda se pose des questions sur ses origines, mais elle n'aura la réponse que l'an passé. Depuis, elle a décidé de faire une étude sur ces enfants nés de relations clandestines entre femmes belges et soldats allemands, mais le sujet reste tabou. Certainement en Belgique, puisqu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'association, tandis que dans d'autres pays qui nous entourent, il y en a. Nous sommes le seul pays en Europe, à part la Grèce, où on ne parle pas de ces enfants-là. Les soldats allemands ont donc séduit de nombreuses femmes belges, impressionnées par leur galanterie et leurs uniformes. Gerlinda n'a trouvé aucune trace de son père biologique, mort vraisemblablement sur le front de l'Est. Elle fait un appel à tous les enfants nés de femmes belges et de soldats allemands pour enrichir son étude.